Mon propre fils Julien m'a regardé droit dans les yeux et a lâché froidement. Toi et ta nouvelle femme, vous n'êtes pas assez importants pour mon mariage. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes, mon cœur s'est serré comme dans un étau. Colette s'est levée très lentement. D'une voix calme mais coupante comme du verre, elle a prononcé les mots qui ont tout fait basculer. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Je m'appelle Jacques Fontaine, j'ai 64 ans. Après 42 années passées comme notaire à Lyon, j'ai pris ma retraite il y a 3 ans pour me consacrer à ma passion. La collection de documents juridiques anciens, notamment les éditions rares du Code Napoléon. Aujourd'hui, je profite de mon appartement sur les quais de Saône et de notre maison de famille dans le Beaujolais. Jamais je n'aurais imaginé que mon propre fils utiliserait mes connaissances du droit français contre moi. Le restaurant Le 9e art brillait de mille feux ce soir-là. Mon fils Julien avait insisté pour organiser ce dîner familial, crucial, 3 jours avant son mariage. J'étais arrivé avec Colette, ma femme depuis 2 ans, une ancienne professeure de droit civil à l'université Lyon 3. Elle portait cette robe bleu marine qu'elle réservait aux grandes occasions. Papa, Colette, asseyez-vous là, nous indiqua Julien en désignant 2 chaises au bout de la longue table dressée. Son ton était celui qu'il utilisait avec les clients difficiles. Roxane, sa fiancée, nous toisa avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Monsieur Fontaine, madame, dit-elle avec une courtoisie glaciale. Derrière elle, ses parents, Reynald et Régine Duval, affichaient cette expression particulière des gens qui se croient au-dessus de tout le monde. Alors voilà, commença Julien après que le serveur eut pris nos commandes. Nous devons discuter des arrangements pour samedi. Le mot arrangement résonna étrangement. Colette posa délicatement sa serviette sur ses genoux, les lèvres pincées. Les arrangements répétai-je. Roxane prit la parole, sa voix douce, contrastant avec la dureté de ses propos. Vous comprenez, nous avons une organisation très précise. La cérémonie accueillera 300 invités, dont beaucoup de personnalités importantes, des magistrats, des chefs d'entreprise. Le préfet du Rhône sera présent, ajouta Reynald Duval en bombant le torse, ainsi que le bâtonnier. C'est merveilleux, répondit Colette avec cette politesse glacée qu'elle maîtrisait à la perfection. Jacques sera ravi de les saluer. Un silence pesant s'installa. Julien échangea un regard avec Roxane, qui hocha imperceptiblement la tête. En fait, papa, Colette, vous ne serez pas à la table d'honneur. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Pardon? Écoutez, soyez raisonnable, intervint Régine Duval. La table d'honneur est réservée à la famille immédiate et aux invités d'exception. Nous avons le préfet, le directeur régional de la Banque de France, 3 magistrats, et le père du marié n'est pas considéré comme famille immédiate. La voix de Colette était dangereusement calme. Julien eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. Ce n'est pas une question de considération, c'est juste que, tu comprends, papa, toi et Colette, vous n'êtes pas suffisamment importants pour cette table. Nous vous avons prévu une place très correcte, rangée 7, près de la verrière. Les mots résonnèrent comme une gifle. Pas suffisamment important. Mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais élevé seul après le décès de sa mère, celui dont j'avais financé les études de droit, celui à qui j'avais transmis mes valeurs. Colette se leva lentement, sa chaise raclant le parquet avec un bruit sec. Tous les regards convergèrent pour elle. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination que je connaissais bien. « Julien, dit-elle d'une voix claire qui porta dans tout le restaurant, tu viens de commettre une erreur monumentale. » Roxane ricana. « Une erreur? C'est notre mariage. Nous décidons de... » « Tais-toi, coupa Colette avec une autorité qui fit taire instantanément la jeune femme. « Je vais te dire ce qui va se passer maintenant. Jacques et moi allons quitter ce restaurant. Et d'ici samedi, vous aurez tout le temps de réfléchir à ce que signifie réellement l'importance. » Elle me prit le bras. « Viens, mon chéri, laissons ces gens à leur grandeur. » Dans la voiture, le silence était assourdissant. Colette conduisait, les mains crispées sur le volant. Je regardais défiler les quais de Saône, ces rues que je connaissais par cœur, où j'avais construit ma carrière, ma réputation. « Jacques, murmura Colette,
Je suis désolé. Je n'aurais peut-être pas dû... Non, l'interrompis-je. Tu as eu parfaitement raison. Mon fils Julien. J'avais toujours cru qu'il incarnait ce que la profession juridique avait de plus noble. Avocat brillant, diplômé de Sciences Po Lyon, il s'était spécialisé dans le droit des affaires. Je l'avais vu plaider, défendre ses clients avec passion. Mais quand avait-il perdu cette humanité que je pensais lui avoir transmise? Depuis qu'il fréquentait Roxane. Depuis 2 ans qu'ils vivaient ensemble dans l'appartement que je leur louais à un prix symbolique, rue de la République? Et Roxane, cette jeune femme de 33 ans, élégante, cultivée en apparence. Elle avait séduit Julien lors d'un gala de charité. Fille unique de Reynald et Régine Duval, elle se présentait comme consultante en communication. Ses parents affichaient une richesse ostentatoire qui m'avait toujours mis mal à l'aise. Trop de montres de luxe, trop de références à leurs relations, trop d'arrogance. J'aurais dû voir les signes. Les allusions de Julien sur l'importance des apparences dans sa carrière, sa froideur progressive envers Colette, son insistance pour que je lui donne procuration sur certains comptes pour faciliter la gestion, les questions de Roxane sur notre maison de famille dans le Beaujolais, sur la valeur de notre patrimoine. 42 ans à rédiger des testaments, à conseiller des familles, à arbitrer des successions, m'avaient appris une chose fondamentale. L'argent révèle toujours la vraie nature des gens. « Tu sais ce que je vais faire ?» dis-je soudain. Colette me jeta un coup d'œil. « Quoi donc ? Je ne vais pas simplement encaisser cette humiliation. Je vais leur montrer ce que signifie vraiment le mot importance. » Un sourire se dessina lentement sur les lèvres de ma femme. « J'espérais que tu dirais cela, et je crois que j'ai quelques informations qui pourraient t'intéresser. » Des informations sur la famille Duval. Tu te souviens de ma cousine Martine? Elle travaille au tribunal de commerce. Eh bien, elle m'a raconté des choses fascinantes sur les affaires de M. Reynald Duval. Je me tournai vers elle, soudain très attentif. Continue. Apparemment, son entreprise d'import-export a fait faillite il y a 5 ans. Et il y a des créanciers, beaucoup de créanciers. La nuit lyonnaise défilait derrière les vitres. Dans ma tête, les rouages commençaient déjà à tourner. 42 années de notariat, cela vous apprend à voir au-delà des apparences, à comprendre les mécanismes du patrimoine, de la transmission, du pouvoir. Colette, dis-je calmement. Samedi, il n'y aura peut-être pas de mariage du tout. Elle me serra la main. Je t'aime, tu sais. Je sais, et c'est pour ça qu'ils vont le regretter amèrement. Le lendemain matin, Colette était déjà au téléphone quand je me levai. Je l'entendais depuis la cuisine, sa voix posée mais déterminée. Oui, Martine. Exactement. Tu peux me confirmer les montants? 340 000 €, c'est bien ça. Et les jugements sont publics, évidemment. Je préparais du café, un arabica du Brésil que nous achetions chez notre torréfacteur de la Croix-Rousse. Les gestes familiers m'apaisaient. Moudre les grains, chauffer l'eau à 92 degrés précisément, laisser infuser 4 minutes. Colette me rejoignit, son téléphone à la main, les yeux brillants. « Jacques, c'est encore mieux que je pensais. Reynald Duval a fait faillite, certes, mais il a aussi été condamné pour pratiques commerciales trompeuses. 3 jugements du tribunal de commerce entre 2019 et 2022. Et Roxane. Martine a fait quelques recherches. Apparemment, notre chère future belle-fille a déjà été fiancée 2 fois. Les 2 fois à des hommes fortunés. Les 2 fois, les fiançailles ont été rompues brutalement, juste avant le mariage. Je m'assis lentement. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ils nous ont piégés. Julien ne s'en rend probablement même pas compte, soupira Colette. Il est aveuglé, mais Roxane et ses parents, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Un notaire retraité, veuf pendant des années, qui refait sa vie avec une femme sans fortune personnelle, un fils unique qui héritera d'un beau patrimoine, une maison de famille dans le Beaujolais, un appartement à Lyon, des placements, et une SCI familiale dont Julien est membre associé, ajoutai-je sombrement. Mon téléphone vibra. Un message de Julien. « Papa, on peut parler, je crois qu'on a été un peu brusque hier soir. » Un peu brusque, le euphémisme du siècle. Je ne répondis pas immédiatement. À la place, j'ouvris mon ordinateur
et commençai à parcourir mes fichiers. Procuration signée. Statut de la SCI Fontaine. Testament rédigé il y a 15 ans, quand Julien avait 21 ans et que je croyais encore à son intégrité. « Tu te souviens de notre voyage dans le Beaujolais » demandai-je soudain à Colette. « Il y a 6 mois. » Elle sourit. « Quand Julien et Roxane sont venus visiter la maison de famille. » « Exactement. Tu te rappelles les questions de Roxane, sur les vignes, sur le nombre d'hectares, sur la valeur au mètre carré ?» Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. En bas, la Saône coulait paisiblement. Sur l'autre rive, le vieux Lyon déployait ses façades Renaissance. Combien de fois avais-je arpenté ces rues avec Julien enfant? Combien de fois lui avais-je expliqué l'importance du patrimoine, de la transmission, de l'honneur du nom? Un flashback me traversa l'esprit. Julien avait 12 ans. Nous étions dans mon bureau, rue de la République. Il regardait avec fascination un exemplaire du Code Napoléon de 1804 que je venais d'acquérir. « Papa, pourquoi tu collectionnes ces vieux livres ?»« Parce qu'ils racontent notre histoire, Julien. Le droit, c'est ce qui permet à une société de fonctionner avec justice. Ces textes ont façonné la France moderne. Ils protègent les faibles, encadrent les puissants, garantissent l'équité. Comme toi quand tu aides les gens avec leur testament. Exactement. Je ne suis pas là pour enrichir les uns ou appauvrir les autres. Je suis là pour que la volonté de chacun soit respectée dans le cadre de la loi. » Il avait hoché la tête, sérieux. « Moi aussi je veux faire ça. Je veux aider les gens. » Où était passé cet enfant? Un autre souvenir remonta. Julien avait 28 ans, il venait d'être embauché dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Nous dînions au Bouchon des Filles, l'un de nos restaurants préférés. « Papa, ils m'ont proposé un salaire incroyable, 75 000 € par an, plus les bonus. »« C'est magnifique, mon fils. Tu as travaillé dur pour en arriver là. »« Oui, mais les dossiers sont parfois limites, des optimisations fiscales agressives, des restructurations qui détruisent des emplois. » « Et qu'est-ce que tu ressens ?» Il avait haussé les épaules. « Que c'est le prix à payer pour réussir dans ce métier. » Voilà, c'était là, le premier compromis. Le premier renoncement à ses valeurs pour l'argent et le statut. « Jacques ?» La voix de Colette me ramena au présent. « Tu vas bien ? Je réfléchis à ce qui doit être fait. » Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un appel de Julien. Je décrochai. « Papa, enfin !»« Écoute, je suis désolé pour hier. On était tous stressés, les préparatifs du mariage, tu sais ce que c'est. » « Non, Julien, je ne sais pas ce que c'est. Explique-moi ce que c'est que d'humilier son père devant des étrangers. » Un silence. « Papa, ne sois pas si dramatique. C'est juste une question de plan de table. »« Une question de plan de table ?» Ma voix était glaciale. « Tu m'as dit que ta femme et moi n'étions pas assez importants. » Pas assez importants, Julien. Réfléchis bien à ces mots. C'est Roxane qui a insisté, et tu l'as laissé faire. Pire, tu l'as soutenu. Papa, ne gâche pas mon mariage à cause de... Je raccrochais. Colette me regardait, les bras croisés. Qu'est-ce qu'on fait? On va à ce dîner pré-mariage ce soir, celui avec toute la famille. Et tu vas faire exactement ce que tu sais si bien faire. C'est-à-dire enseigner le droit, en particulier le droit des créanciers et des faillites. Son sourire était redoutable. Avec plaisir. Le soir venu, nous arrivâmes au domaine des Duval, une grande propriété à Charbonnières-les-Bains. Trop grande, trop ostentatoire, avec ses statues dans le jardin qui criaient « Nouveau riche » à des kilomètres. 50 personnes étaient en présence. Famille, amis proches, témoins. Rénal Duval nous accueillit avec une cordialité forcée. « Monsieur Fontaine, madame, ravi que vous ayez pu venir malgré le petit malentendu d'hier. » Petit malentendu. Ces gens avaient un talent pour minimiser leur bassesse. Le dîner commença. Champagne, toast, discours élogieux sur le couple parfait que formaient Julien et Roxane. Je voyais mon fils, là-bas à la table d'honneur, qui évitait soigneusement mon regard. Puis vint le moment que Colette attendait. Régine Duval se leva pour un discours. Nous sommes si heureux d'accueillir Julien dans notre famille, un jeune homme brillant, promis à une grande carrière, et naturellement, l'union de nos deux familles apportera tant de synergie,
Synergie, le mot était lâché. Colette se leva à son tour. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle était magnifique dans sa robe grise, les cheveux relevés, le visage serein. Madame Duval, permettez-moi de vous féliciter pour ce discours touchant. Les synergies, en effet, sont importantes dans un mariage, comme la transparence et la franchise. Le ton était léger, presque amical. Mais je connaissais Colette. C'était le calme avant la tempête. Par exemple, continua-t-elle, il serait intéressant que tout le monde ici sache que M. Rénal Duval fait actuellement l'objet de procédures de recouvrement pour un montant de 340 000 euros. Suite à la faillite de son entreprise d'import-export en 2020. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Reynald devint écarlate. « Comment osez-vous ? Oh, ce sont des informations publiques, répondit Colette avec un sourire angélique. Consultables au tribunal de commerce, tout comme les 3 condamnations pour pratiques commerciales trompeuses entre 2019 et 2022. Roxane bondit sur ses pieds. Taisez-vous, vous n'avez pas le droit ? J'ai tous les droits, ma chère. Contrairement à vous et vos parents, je n'ai rien à cacher. Colette se tourna vers l'assemblée médusée. Il serait également intéressant de savoir que mademoiselle Roxane Duval a déjà été fiancée 2 fois. Les 2 fois à des hommes fortunés. Les 2 fois, mystérieusement, les fiançailles ont été rompues juste avant le mariage. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? L'assemblée explosa en murmures choqués. Julien s'était levé, le visage décomposé. « Papa, dis-lui d'arrêter. » Je me levai à mon tour, calmement. « Pourquoi ? Elle ne fait qu'énoncer des faits. Tu es avocat, Julien. Tu sais reconnaître la vérité quand tu l'entends. Tu es en train de ruiner mon mariage. » « Non, » répondis-je froidement. « Je suis en train de te sauver d'une escroquerie. » Rénal Duval s'avança vers moi menaçant. « Vous allez le payer ? J'ai des avocats qui vont vous... » « Avec quel argent ?» l'interrompis-je. « Les 340 000 euros que vous devez à vos créanciers. » Roxane fondit en larmes, mais même ses pleurs semblaient calculés, théâtraux. « Julien, dis quelque chose. Ils mentent. » Mon fils me regardait, déchiré entre sa fierté et la réalité qui s'effondrait. « Papa, tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire, et maintenant nous partons. » Colette et moi quittâmes la propriété sous les regards sidérés. Derrière nous, le chaos éclatait. Des invités qui partaient précipitamment, Régine qui hurlait, Reynald qui menaçait, et Julien, immobile, qui réalisait peut-être enfin dans quelle machination il s'était laissé entraîner. Dans la voiture, Colette poussa un long soupir. « Tu penses qu'ils vont annuler ? » Le mariage, sans aucun doute. Plus personne ne viendra après ce scandale. Et Roxane sait que le plan a échoué. Mon téléphone vibra. Un message de Julien. « Tu as détruit ma vie, je ne te le pardonnerai jamais. » Je montrai le message à Colette. Elle secoua la tête. « Il ne comprend pas encore. » « Non, mais il comprendra. Quand il verra que Roxane disparaît maintenant que le patrimoine n'est plus accessible. Quand il réalisera qu'il a été manipulé, et quand il comprendra que ce n'est que le début. Le début ? Je regardais les lumières de Lyon qui approchaient, ma ville, mon territoire, où j'avais construit ma réputation sur 42 années d'intégrité. Le début de leur vraie leçon. Parce que vois-tu, ma chérie, ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Ils pensaient que j'étais juste un vieux notaire inoffensif. Ils vont découvrir ce que 42 ans de maîtrise du droit français peuvent accomplir. Colette me prit la main. « Jacques Fontaine, tu me fais parfois un peu peur. » Bien, c'est exactement l'effet que je veux produire désormais. Le lendemain, comme prévu, Julien m'appela pour m'annoncer que le mariage était reporté Cindy. Sa voix était brisée, furieuse. Il m'accusait d'avoir ruiné sa vie, son bonheur, son avenir. Je l'écoutais sans l'interrompre. Puis, quand il eut terminé, je dis simplement « Julien, tu n'es pas assez important pour me parler sur ce ton. Bonne journée. » Et je raccrochais. C'était mesquin, je le savais. Mais parfois, la justice nécessite un peu de mesquinerie, parce que maintenant, le vrai travail commençait. 3 jours passèrent, 3 jours pendant lesquels je les observais avec une acuité nouvelle. Comme si un voile s'était levé sur une réalité que j'avais refusé de voir. Le premier jour, Julien tenta de me joindre 12 fois.
12 appels que je laissais basculer sur messagerie. Ces messages vocaux oscillaient entre colère et apitoiement. « Papa, réponds-moi, on doit parler. Tu ne peux pas me faire ça. » Pathétique. Le deuxième jour, ce fut Roxane qui se manifesta. Un message texte. « Monsieur Fontaine, nous devons régler cette situation comme des adultes. Je sais que vous agissez sous l'influence de votre épouse. » L'audace était presque admirable. Presque. Le troisième jour, j'ouvris un classeur noir. Intercalaire blanc, étiquette manuscrite. J'y compilais tout. Les relevés bancaires des 3 dernières années, les procurations signées, les statuts de la SCI Fontaine, mon testament rédigé en 2010. Et je commençais à voir le tableau complet. Julien avait procuration sur mon compte courant au Crédit Lyonnais depuis 2022. Pour faciliter la gestion, papa, au cas où il t'arriverait quelque chose. Comme c'était prévenant. Sauf que ce compte recevait aussi mes revenus locatifs, l'appartement que je lui louais rue de la République pour 800 € mensuels, alors que le prix du marché était de 1600 €. Je trouvais également la liste des membres de la SCI Fontaine, créée en 1998 pour gérer la maison de famille dans le Beaujolais et 2 autres biens locatifs. Part sociale, 80% pour moi, 20% pour Julien. Un cadeau que je lui avais fait pour ses 30 ans. Pour assurer la continuité du patrimoine familial, avais-je dit. Quelle ironie. Ma secrétaire de mon ancienne étude, Madame Berger, m'appela ce matin-là. « Monsieur Fontaine, j'ai entendu dire pour le mariage. Je suis désolé, mais il y a autre chose. Votre fils est passé me voir il y a 2 semaines. Il voulait consulter vos anciens dossiers sur les donations-partage. » Mon sang se figea. « Vraiment ? » ?»« Oui, il a dit que c'était pour un client, mais maintenant que j'y repense, je la remerciai et raccrochai. Le puzzle continuait de s'assembler. Julien préparait le terrain. Depuis combien de temps? L'après-midi même, je pris rendez-vous avec maître Olivier Rousseau, un avocat que je connaissais de réputation, spécialisé en droit de la famille. Son cabinet se trouvait rue du Président Édouard Herriot, à 10 minutes à pied de chez moi. « Maître Rousseau, c'est Jacques Fontaine. J'aurais besoin de vos conseils sur une affaire délicate. » « Monsieur Fontaine, bien sûr. Je peux vous recevoir après-demain à 15 heures ? » « Parfait. » Je contactai également une détective privée, Justine Moreau, dont j'avais croisé le nom dans un dossier quelques années auparavant. Une femme de 40 ans, ancienne enquêtrice à l'ADGCCRF, qui s'était mise à son compte. Sérieuse, discrète, efficace. « Madame Moreau, je vous envoie un mail avec les noms. J'ai besoin de tout savoir sur la famille Duval. Reynald, Régine et surtout Roxane. Situation financière, antécédents, tout. Délai? 1 semaine si possible. Ce sera fait, mes honoraires sont de 120 € de l'heure plus frais. Aucun problème. » Le soir venu, Colette et moi étions assis dans notre salon. La Saône coulait paresseusement en contrebas, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau noire. « Tu es sûr de vouloir aller aussi loin ?» me demanda-t-elle. Je regardais mon reflet dans la fenêtre. Un homme de 64 ans, cheveux grisonnants, rides au coin des yeux. J'avais l'air fatigué. Mais je me sentais étrangement vivant. « Colette, pendant 2 ans, j'ai cru que mon fils était simplement devenu distant, que c'était normal, qu'il construisait sa vie. Mais maintenant je vois, les questions sur mon patrimoine, les demandes de procuration, son insistance pour que je ne modifie pas mon testament, tout était calculé. Tu penses qu'il était de mèche avec Roxane depuis le début? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle l'a manipulé, peut-être qu'il s'est laissé aveugler par l'ambition, mais le résultat est le même. » Mon téléphone vibra. Un message de Bertrand Lacombe, un ancien collègue du barreau de Lyon. « Jacques, j'ai croisé ton fils au palais ce matin. Il m'a demandé si je savais où tu en étais avec ton testament. J'ai trouvé ça étrange. Tout va bien ?» Je montrai le message à Colette. Son visage se durcit. « Ils ne perdent pas de temps, dit-elle. Non, et c'est pour ça que moi non plus. » Le surlendemain, je me présentai au cabinet de maître Rousseau. Un homme de 52 ans, élégant, avec cette assurance tranquille des avocats qui ont gagné plus de procès qu'ils n'en ont perdu. « Monsieur Fontaine, je vous en prie. » Son bureau était sobre, boiserie sombre, bibliothèque juridique,
vue sur la place des terreaux. Nous nous serrâmes la main et je pris place dans un fauteuil en cuir. Alors, cette affaire délicate? Je lui racontai tout. L'humiliation au restaurant, le scandale au dîner, mes découvertes sur les procurations et la SCI, les questions de Julien à mes anciens collègues. Maître Rousseau prenait des notes, hochait la tête, fronçait occasionnellement les sourcils. « Vous savez ce que je pense, monsieur Fontaine ?» dit-il enfin. « Que vous avez été très prudent de venir me voir, parce que, si je comprends bien, votre fils est en train de positionner ses pions pour maximiser sa part d'héritage, potentiellement au détriment de votre nouvelle épouse. » Exactement. Le problème, c'est la réserve héréditaire. En France, vous ne pouvez pas déshériter votre fils. Il a droit à au moins 50% de votre patrimoine, puisqu'il est votre unique enfant. Je sais, mais il existe des moyens de structurer les choses différemment, n'est-ce pas? Un sourire se dessina sur les lèvres du maître Rousseau. Oh oui, il existe des moyens très élégants. Vous avez entendu parler de la donation-partage? Bien sûr, je suis notaire. Alors vous savez qu'en effectuant une donation-partage de votre vivant, vous pouvez anticiper la succession. Donnez votre quotité disponible, les 50% dont vous pouvez disposer librement, à qui vous voulez. Votre épouse, par exemple, ou une fondation caritative. Mais Julien recevrait quand même sa réserve héréditaire? Absolument. La loi le protège, mais il se pencha en avant. Vous pouvez aussi structurer cette réserve. Par exemple, via l'usufruit et la nue propriété. Vous gardez l'usufruit, le droit d'utiliser les biens, d'en percevoir les revenus, et il ne reçoit que la nue propriété, qui ne devient pleine propriété qu'à votre décès. Je commençais à voir le tableau. Donc, concrètement, même en héritant, il ne pourrait rien faire de ses biens tant que je suis vivant. Exactement, et si votre épouse a également l'usufruit, disons qu'ils pourront attendre longtemps avant de profiter de quoi que ce soit. Nous discutâmes pendant 2 heures. Donation, usufruit, SCI familial, testament. Maître Rousseau était brillant, méthodique. À la fin, j'avais un plan clair. « Une dernière chose, » dis-je en me levant. « J'aimerais que tout cela reste confidentiel. Mon fils ne doit rien savoir avant que les actes soient signés. Secret professionnel, monsieur Fontaine. » Il ne saura rien. En quittant son cabinet, je me sentais différent, plus léger, plus fort. La victime était en train de devenir le chasseur. Le soir même, je reçus un appel de Paul Girard, un ancien client devenu ami. « Jacques, je dois te parler. J'ai eu la visite de Rénal Duval aujourd'hui. »« Rénal Duval, que te voulait-il » ? »« Il cherchait à emprunter de l'argent, 50 000 euros. Il m'a dit que c'était temporaire, que ses fonds étaient bloqués. Mais Jacques, son discours sentait le désespoir. « Tu lui as prêté ?»« Non, j'ai dit que je devais réfléchir, mais je voulais t'en parler d'abord. » Je le remerciai et raccrochai. Ainsi, Reynald cherchait de l'argent. Intéressant, très intéressant. Cette nuit-là, je fis un rêve étrange. J'étais dans mon ancienne étude notariale. Julien, enfant, jouait avec mon tampon encreur. « Papa, quand je serai grand, je serai juste comme toi. » Puis l'image se troublait, et c'était Julien adulte, debout dans la même pièce, qui disait « Tu n'es pas assez important. » Je me réveillai en sueur. Colette dormait paisiblement à côté de moi. Je regardais l'horloge. 4 heures du matin. Les lumières de Lyon brillaient dans l'obscurité. Non, pensai-je, je ne les laisserai pas gagner. Je ne les laisserai pas détruire ce que j'avais construit, ma réputation, mon patrimoine, ma dignité. Le lendemain matin, je contactai Maître Dubois, un notaire avec qui j'avais travaillé pendant des années avant ma retraite. Il était temps de mettre les choses en ordre. « Jacques, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Que puis-je faire pour toi ?»« Bernard, j'ai besoin de tes services pour revoir mon testament et préparer une donation-partage. » Un silence. « C'est sérieux ? » ?»« Très. Viens me voir cette semaine, on va arranger ça. » Et voilà. Les pièces se mettaient en place, lentement, méthodiquement, légalement. Parce que c'est ça, la vraie vengeance. Pas la colère, pas la violence, mais la froide, implacable, l'égale destruction de ceux qui vous ont trahi. Et j'avais tout mon temps. Une semaine plus tard, Justine Moreau me rappela. « Monsieur Fontaine,
J'ai terminé mes investigations. Vous pouvez passer à mon bureau. Son agence se trouvait dans le 6e arrondissement, rue Duquesne, au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Un bureau fonctionnel, sans fioritures. Elle me reçut avec un café et un dossier cartonné rouge. « Alors » demandai-je en m'asseyant. Elle ouvrit le dossier avec un sourire qui n'augurait rien de bon pour les Duval. « Alors, monsieur Fontaine, vous aviez raison de vous méfier. La famille Duval est, comment dire, une entreprise criminelle à petite échelle. Racontez-moi. » Commençons par Reynald. Son entreprise d'import-export, Duval International, a fait faillite en 2020, mais ce n'était pas une simple faillite. Il y a eu une enquête pour détournement d'actifs. Rien n'a été prouvé, mais ses créanciers n'ont jamais récupéré leur argent. Total des dettes impayées, 340 000 € exactement. Elle tourna une page. Il a ensuite créé 2 autres sociétés sous le nom de sa femme. Même schéma. Promesse mirifique, investissement, puis faillite. Les créanciers sont toujours à ses trousses. Et Roxane, Justine eut un rire amer. Ah, Roxane, elle est plus intéressante encore. Fiancée une première fois en 2018 à Thomas Mercier, héritier d'une chaîne de pharmacie, fiançailles rompues 3 semaines avant le mariage. Pourquoi? Parce que la famille Mercier a découvert que Roxane avait ouvert des comptes de crédit en utilisant les informations de Thomas. 47 000 € de dette. Mon estomac se serra. Et la deuxième fois? 2021. Fiancée à Laurent Beaumont, promoteur immobilier. Même scénario. Cette fois, elle avait persuadé Laurent de créer une SCI avec elle et d'y apporter un appartement. 1 mois avant le mariage, elle a tenté de le vendre sans son accord. Laurent a découvert et a rompu. Il y a eu un procès. Roxane a perdu, mais n'a jamais payé les dommages et intérêts. 23 000 €. Elle referma le dossier. Monsieur Fontaine, votre fils est leur 3e cible, et visiblement la mieux préparée. Ils ont étudié votre patrimoine, votre situation, vos habitudes. C'est du travail de professionnel. Je restai silencieux un long moment. La colère montait en moi, froide et méthodique. Vous avez des preuves de tout ça? Jugement de tribunaux, témoignages, relevés bancaires, tout est dans le dossier. Vous voulez que je continue à creuser? Non, c'est largement suffisant. Combien je vous dois? 48 heures de travail plus frais, disons 6 000 € tout compris. Je signai un chèque séance tenante. Madame Moreau, ce dossier pourrait m'être utile devant un juge. Êtes-vous prête à témoigner si nécessaire? Absolument, c'est mon métier. En quittant son bureau, j'appelai immédiatement maître Rousseau. Olivier, j'ai du nouveau, des éléments qui changent tout. Je vous écoute. Je lui résumai les découvertes de Justine Moreau. Il siffla doucement. Jacques, vous vous rendez compte que votre fils a failli tomber dans un piège monté par des escrocs professionnels? Oh si, je m'en rends compte, et maintenant il faut agir, vite. Venez me voir demain matin, avec le dossier de la détective. On va préparer notre stratégie. Le soir même, alors que Colette et moi dînions tranquillement, la sonnette retentit. J'allais ouvrir. Julien se tenait sur le palier, les traits tirés, les yeux rouges. « Papa, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Je le fixai longuement. Puis je reculai. 5 minutes. Il entra, jeta un regard nerveux vers Colette qui nous observait depuis le salon, puis se tourna vers moi. « Papa, je suis désolé. Pour le restaurant, pour tout. Roxane et moi, on était stressés, on a mal géré la situation. Mais tu dois comprendre, c'est notre mariage. Ton mariage est annulé, Julien. Reporté temporairement, le temps que les choses se calment. Mais papa, tu ne peux pas laisser Colette détruire notre relation. Elle a délibérément humilié la famille de Roxane. Stop! Ma voix claqua comme un fouet. Ne rejette pas la responsabilité sur Colette. Elle a dit la vérité. Une vérité que tu aurais dû découvrir toi-même si tu avais fait un minimum de vérification sur ta future belle-famille. Quelle vérification? Papa, tu es devenu parano. 340 000 € de dettes impayées, 3 sociétés en faillite, 2 fiançailles rompues pour fraude financière. Je laissais chaque mot tomber comme une pierre. Tu savais tout ça? Son visage devint livide. Quoi? Non, c'est impossible. Roxane m'aurait...
Roxane t'a menti, ses parents t'ont menti, et toi, tu étais tellement aveuglé par l'ambition et je ne sais quoi d'autre, que tu n'as même pas pris la peine de creuser. Je ne te crois pas. Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo du dossier de Justine Moreau, le jugement du tribunal de commerce contre Rénal Duval. Julien lut, et je vis le choc se peindre sur son visage. Papa, je ne savais pas. Bien sûr que non, parce que tu ne voulais pas savoir. Tout ce qui t'intéressait, c'était ton mariage parfait, ta belle famille prestigieuse, ton ascension sociale. Ce n'est pas vrai, je l'aime. Tu aimes quoi, Julien, la femme ou ce qu'elle représente? Il vacilla. Papa, aide-moi. Si c'est vrai, si elle m'a vraiment manipulé? Et là, quelque chose en moi se brisa. Parce que je vis, l'espace d'un instant, mon petit garçon. Celui qui venait me voir quand il avait peur, celui qui me faisait confiance, mais ce temps était révolu. Non, dis-je doucement, je ne t'aiderai pas. Tu as fait tes choix, Julien. Quand tu m'as dit que je n'étais pas assez important, quand tu as pris le parti de Roxane contre ton père, quand tu as placé l'argent et le statut au-dessus de la famille. Papa, je t'en prie, sors de chez moi. Papa, sors! Il recula, les larmes aux yeux, puis tourna les talons et partit. La porte claqua derrière lui. Colette s'approcha et me prit dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais, mais ça fait mal quand même. C'est normal, c'est ton fils. Nous restâmes ainsi un long moment dans le silence de notre appartement. Dehors, Lyon vivait sa vie nocturne. Les lumières brillaient. La ville respirait. 2 jours plus tard, je reçus un appel étrange. Roxane. Sa voix était douce, presque suppliante. « Monsieur Fontaine, je sais que vous ne voulez pas me parler, mais s'il vous plaît, écoutez-moi juste 1 minute. » Je ne répondis pas, mais je ne raccrochai pas non plus. Ce que Colette a dit l'autre soir, c'est sorti de contexte. Mon père a eu des difficultés professionnelles, oui, mais il s'est battu, il a remboursé une partie de ses dettes. Et pour mes anciennes fiançailles, les choses ne se sont pas passées comme ces gens le racontent. J'ai été la victime. Vraiment? Ma voix était glaciale. Oui, Thomas Mercier était violent, j'ai dû fuir, et Laurent Beaumont m'a manipulé financièrement, mais personne ne veut entendre ma version. Bien sûr, vous êtes toujours la victime. Monsieur Fontaine, je vous en supplie. Julien m'aime, je l'aime. Nous voulons juste construire notre vie ensemble. Est-ce vraiment si terrible? Construire votre vie ou vous emparer de la mienne? Un silence, puis sa voix changea. Plus dure, plus vraie. Vous savez quoi? Vous êtes comme tous les vieux. Vous ne supportez pas que votre fils grandisse et ait sa propre vie. Vous voulez le garder sous votre contrôle, mais ça ne marchera pas. Julien héritera de toute façon. La loi française protège les enfants. Oh, je connais très bien la loi française, ma chère. Mieux que vous ne l'imaginez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le découvrirez bien assez tôt. Je raccrochai. Colette, qui avait entendu la conversation, secoua la tête. Elle ne lâche pas. Non, mais moi non plus. Le lendemain matin, je me rendis chez Maître Dubois. Son étude se trouvait place Bellecour, dans un bel immeuble du XVIIIe siècle. Nous nous connaissions depuis 35 ans. Jacques, assieds-toi, tu veux un café? Volontiers, Bernard. Il prépara 2 expressos avec sa machine italienne, son petit rituel. Puis, nous nous installâmes dans son bureau lambrissé. Alors, cette donation-partage. Je veux donner ma quotité disponible, 50% de mon patrimoine, à Colette et à une fondation caritative. Julien recevra sa réserve héréditaire, mais avec usufruit pour Colette et moi. Bernard nota tout, posant des questions précises sur mes biens, leurs valeurs, leur nature. L'appartement rue de la République? Loué à Julien. Je veux récupérer la jouissance et le donner en usufruit à Colette. La maison de famille dans le Beaujolais? Même chose, usufruit pour Colette et moi. Nue propriété pour Julien, mais qu'il ne pourra exploiter qu'après nos décès. La SCI Fontaine? Je veux modifier les statuts, retirer Julien du conseil d'administration, lui laisser ses parts, mais sans pouvoir de décision. Bernard siffla doucement. Jacques, tu es sûr? C'est radical. Bernard, mon fils m'a trahi. Il s'est associé à des escrocs qui voulaient me dépouiller. Je protège mon patrimoine, légalement. D'accord.
Ça va prendre quelques semaines pour tout préparer. Les actes doivent être parfaits. Prends ton temps. Mais Bernard, discrétion absolue. Tu me connais. En sortant de l'étude, je croisais mon reflet dans une vitrine. Je ne reconnus presque pas l'homme qui me regardait. Plus dur, plus déterminé, plus dangereux. Et c'est là que je compris comment leur rendre la monnaie de leurs pièces. Pas par la violence, pas par les cris, mais par la loi. Par le droit. Par ces textes que j'avais étudiés, pratiqués, enseignés pendant toute ma carrière. Ils voulaient mon patrimoine. Ils allaient découvrir que le patrimoine en France se protège, avec des actes, des notaires, des avocats. Et moi, j'avais tout ça. Le soir même, je reçus un message de Julien. « Papa, Roxane et moi venons te voir demain. Pour s'excuser vraiment, s'il te plaît, donne-nous une chance. » Je montrai le message à Colette. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Les recevoir et observer, parce que je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Elle sourit. « Tu deviens presque effrayant, tu sais. » Bien, c'est exactement ce que je veux. Parce que la chasse venait de commencer. Et cette fois, j'étais le chasseur. 2 semaines plus tard, un mardi matin, je me rendis à l'étude de Maître Dubois pour la signature finale. L'air d'octobre était vif, les feuilles des platanes de la place Bellecour dansaient dans le vent. Une belle journée pour changer le cours des choses. Bernard m'accueillit dans son bureau avec son rituel habituel, poignée de main ferme, café italien, puis les documents soigneusement alignés sur son bureau en acajou. « Jacques, tout est prêt, j'ai relu l'acte 3 fois, c'est du solide. » Devant moi s'étalaient les documents qui allaient redistribuer mon patrimoine. La donation-partage, les nouveaux statuts de la SCI Fontaine, la révocation de toutes les procurations. « Récapitulons une dernière fois, » dit Bernard en ajustant ses lunettes. « Ta quotité disponible, 50% de ton patrimoine, sera partagée entre Colette, ta femme, et la Fondation des artisans du droit que tu as choisie. » Exact. Julien recevra sa réserve héréditaire, les 50% légalement obligatoires, mais sous forme de nue propriété. Toi et Colette, conservez l'usufruit viager sur tous les biens. C'est ça. Concrètement, cela signifie que Julien hérite sur le papier, mais ne peut rien faire de ses biens tant que vous êtes en vie, toi et Colette. Parfait. Bernard me regarda longuement. Tu es sûr, Jacques ? C'est radical et définitif. Je pensais à ce dîner au restaurant. Tu n'es pas assez important. Je pensais à Roxane et ses mensonges, à Reynald et ses dettes, à toute cette machination soigneusement orchestrée. Je suis sûr. Très bien. Il poussa les documents vers moi. Donation-partage, révocation des procurations, nouveau statut de la SCI, modification testamentaire. Je signais. Chaque paraphe, chaque signature était un acte de libération. Bernard apposa son sceau. Le bruit du tampon résonna dans le silence feutré du bureau. Métallique, définitif, irrévocable. « Voilà, » dit-il en rangeant les documents. « C'est fait. Juridiquement, tout est en ordre. L'acte sera enregistré aujourd'hui même. » Quand Julien l'apprendra-t-il ? Dès qu'il tentera d'utiliser sa procuration, la banque le notifiera automatiquement. Pour la SCI, je dois convoquer une assemblée générale extraordinaire. 15 jours minimum de délai légal. Parfait. En quittant l'étude, je me sentais étrangement léger. 42 ans de notariat m'avaient appris une chose. Rien n'est plus puissant qu'un acte authentique en France. C'est la loi, cristallisée sur papier timbré. 3 jours plus tard, mon téléphone explosa. 8 appels manqués de Julien en l'espace d'1 heure. Puis, un message vocal, sa voix tremblante de rage. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ? La banque vient de bloquer mon accès à ton compte. Ils disent que toutes les procurations ont été révoquées. Rappelle-moi immédiatement. » Je ne rappelais pas. Pas tout de suite. Le lendemain, ce fut la sonnette. Insistante, agressive. J'ouvris. Julien se tenait sur le palier, le visage rouge, les cheveux en bataille. Derrière lui, Roxane, les traits tirés. « Papa, il faut qu'on parle, maintenant !» Entrez. Ils se précipitèrent dans le salon. Colette, qui lisait tranquillement, leva les yeux de son livre. « Qu'est-ce qui se passe ?» explosa Julien. « Les procurations ? Mon accès à la SCI ? Papa, qu'est-ce que tu manigances ?»
Je m'assis calmement dans mon fauteuil. Je ne manigance rien, je protège mes intérêts. Tes intérêts? Je suis ton fils. Justement, un fils qui m'a humilié publiquement, un fils qui s'est allié à des escrocs. Roxane avança d'un pas. Monsieur Fontaine, nous sommes venus nous excuser. Sincèrement. Le dîner était une erreur. Nous étions stressés. Épargnez-moi vos mensonges, mademoiselle Duval. J'ai fait faire des recherches. Thomas Mercier, Laurent Beaumont, 2 fiancés précédents, 2 escroqueries. Vous avez un talent certain, je dois l'admettre. Elle devint livide. Julien se tourna vers elle. Quoi? De quoi il parle? Il ment? Papa ment? Non, dis-je calmement. J'ai les jugements de tribunaux, les témoignages. Tout est documenté. Je sortis le dossier de Justine Moreau et le posai sur la table basse. 47 000 € de dettes contractées au nom de Thomas Mercier. Une tentative de vente frauduleuse d'un appartement appartenant à Laurent Beaumont. Voulez-vous que je continue? Roxane recula, les yeux écarquillés. Julien prit le dossier d'une main tremblante et commença à lire. Je vis son visage changer. La colère laissa place à l'incrédulité, puis à quelque chose de plus sombre. Roxane, c'est vrai? Julien, laisse-moi t'expliquer. C'est vrai, oui ou non? Un silence, puis d'une voix blanche. C'est plus compliqué que « Réponds !» Oui. Le mot tomba comme une pierre. Mais les circonstances étaient différentes. Julien laissa tomber le dossier. Il se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes. Papa, tu le savais? Depuis le début? Depuis 2 semaines, j'ai engagé une détective privée. Et tu ne m'as rien dit? Tu ne m'aurais pas cru. Tu étais trop aveuglé. Il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Roxane tenta de s'approcher, mais il leva une main pour l'arrêter. Ne me touche pas. Julien, s'il te plaît, sors. Quoi? Sors de chez mon père? Elle hésita puis tourna les talons et partit. La porte claqua. Le silence retomba, seulement troublé par la respiration saccadée de Julien. « Papa, dit-il enfin, la voix brisée, j'ai été tellement stupide. Oui, je ne savais pas. Pour les autres fiancés, pour les dettes de son père. Elle m'a menti sur tout. Je sais. Alors, tu peux annuler les procurations, la SCI? On peut réparer ça. » Je le regardais longuement, mon fils, mon unique enfant, qui me demandait maintenant de tout effacer, comme si rien ne s'était passé. Non, papa. Non, Julien. Tu m'as trahi, pas juste en choisissant Roxane, mais en me disant que je n'étais pas assez important, en te rangeant du côté de gens qui voulaient me dépouiller, en oubliant toutes les valeurs que je t'ai transmises. Je suis désolé. Tu es désolé parce que ton plan a échoué, pas parce que tu réalises ce que tu as fait. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon plan? Je n'avais pas de plan, c'était Roxane et ses parents. Vraiment? Et ces questions à mes anciens collègues sur mon testament, et ta demande de procuration pour m'aider, et ton insistance pour que je ne change rien à mes dispositions successorales? Il pâlit. C'était juste par précaution, au cas où il t'arriverait quelque chose. Menteur. Le mot tomba dur et froid. Tu étais complice, Julien, peut-être sans réaliser la vraie nature de Roxane, mais complice quand même. Il se leva brusquement. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer. Mais sache que la loi française me protège. J'ai droit à ma réserve héréditaire. Tu ne peux pas me déshériter. Je souris. Oh, je n'ai aucune intention de te déshériter. Tu auras ta réserve héréditaire. Exactement ce que la loi prévoit. Pas 1 euro de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le découvriras bientôt, très bientôt. Il me fixa, cherchant à comprendre. Puis, il tourna les talons et partit. Colette referma son livre. Il n'a toujours pas compris. Non, mais il va comprendre. Le surlendemain, je reçus un appel de Rénal Duval. Sa voix était mielleuse, tentant la diplomatie. « Monsieur Fontaine, je crois que nous avons mal commencé. Pourrions-nous nous rencontrer, discuter en homme d'affaires? Je ne pense pas, monsieur Duval. Écoutez, je sais qu'il y a eu des malentendus, mais nous pourrions trouver un arrangement pour le bien de nos enfants. Nos enfants ne se marieront pas. On ne sait jamais. L'amour. L'amour? Vous parlez de l'amour que votre fille portait aux 340 000 € de dettes que vous avez accumulées? Un silence glacial. Puis sa voix changea.
plus dure, plus menaçante. Faites attention, monsieur Fontaine. Vous jouez avec des choses qui vous dépassent. Au contraire, je joue avec des choses que je maîtrise parfaitement. Le droit français, les donations, les successions. Vous devriez peut-être consulter un avocat. Ah, mais c'est vrai, vous ne pouvez probablement plus vous le permettre. Je raccrochai. Colette me regarda. Tu te fais des ennemis qui n'ont aucun pouvoir. C'est la meilleure sorte. Cette nuit-là, je dormis paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Le piège était en place. Les actes étaient signés. Il ne restait plus qu'à attendre le moment parfait pour la révélation finale. Et ce moment approchait. 15 jours après la signature des actes, Maître Dubois convoqua une assemblée générale extraordinaire de la S. Souquin-Fontaine. Lettre recommandée avec accusé de réception conformément à la loi. Julien devait se présenter à l'étude, rue Victor Hugo, un jeudi après-midi. Mais avant cela, j'avais une autre carte à jouer. Maître Rousseau, mon avocat, avait préparé un dossier complet sur la famille Duval. Tous les jugements, toutes les condamnations, toutes les dettes impayées, et surtout les 2 affaires précédentes de Roxane, le tout soigneusement compilé, référencé, vérifié. « Jacques, me dit-il lors de notre dernière rencontre, ce dossier est explosif. Si le barreau de Lyon en prend connaissance, c'est exactement mon intention. Tu comprends que cela pourrait avoir des conséquences pour Julien? Il est avocat, et si on découvre qu'il fréquentait des personnes avec un tel passé judiciaire, conflit d'intérêts, défaut de déontologie, je sais, c'est justement le but. » Il me regarda longuement. « Tu es sûr de vouloir aller si loin? Olivier, mon fils m'a trahi, il doit apprendre qu'il y a des conséquences. Très bien, je transmets le dossier au bâtonnier cet après-midi. » Le même jour, Colette organisa une réunion avec 2 des principaux créanciers de Raynal Duval. Un restaurant discret dans le 2e arrondissement. 2 hommes d'affaires qui avaient perdu respectivement 85 000 et 120 000 euros dans la faillite de Duval International. « Madame Fontaine, » dit le premier, un certain monsieur Garnier, propriétaire d'une entreprise de logistique. « Vous dites avoir des informations sur Raynal Duval ? Des informations qui pourraient vous aider à récupérer votre argent, » répondit Colette avec son plus beau sourire. Elle leur montra les documents que Justine Moreau avait rassemblés. Les sociétés créées au nom de Régine Duval, les comptes cachés, les transferts d'actifs juste avant la faillite. « Il a caché son argent, » siffla le second créancier, monsieur Ferrand. « Je le savais. »« Et maintenant vous avez les preuves, » dit Colette. « Assez pour demander une extension de la procédure de faillite, et peut-être même pour porter plainte pour détournement d'actifs. » Les 2 hommes échangèrent un regard. « Madame Fontaine, pourquoi nous aidez-vous ? » ?»« Disons que monsieur Duval a essayé de s'en prendre à ma famille. Je n'apprécie pas. » Monsieur Garnier sourit. « Une femme selon mon cœur. Nous allons consulter notre avocat dès demain. » 3 jours plus tard, le jeudi de l'Assemblée générale, j'arrivai à l'étude de Maître Dubois à 14h30. Julien était déjà là, assis dans la salle d'attente, nerveux. Il sursauta en me voyant. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette convocation ?»« Tu vas comprendre. » Bernard nous fit entrer dans sa salle de réunion. Boiserie sombre, table ovale, grande fenêtre donnant sur la place Bellecour. L'odeur familière du vieux papier et de la cire. « Messieurs, prenez place, » dit-il avec sa courtoisie formelle de notaire. Nous nous assîmes de part et d'autre de la table. Bernard ouvrit un dossier épais. « Monsieur Julien Fontaine, vous êtes convoqué aujourd'hui pour une assemblée générale extraordinaire de la SC Art Fontaine, dont vous détenez 20% des parts sociales. » « Oui, je sais, pourquoi ? » « Parce que des modifications importantes ont été apportées à la structure de la société. » Il fit glisser des documents vers Julien. Je regardai mon fils commencer à lire, et je vis exactement le moment où il comprit. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. Le document trembla légèrement entre ses mains. « La répartition des biens, papa, qu'est-ce que… » « Lis jusqu'au bout, Julien. » Sa voix devint de plus en plus aiguë à mesure qu'il parcourait les pages. Donation-partage, quotité disponible, fondation des artisans du droit,
Usufruit, viager. Il leva les yeux vers moi, le visage exsangue. Tu as tout donné? J'ai donné ma quotité disponible, effectivement, 50% de mon patrimoine, à Colette et à une fondation caritative. Mais la maison de famille, l'appartement rue de la République, les biens de la SCI. Tu recevras ta réserve héréditaire sur tous ces biens, exactement 50% comme le prévoit la loi française, sous forme de nue propriété. Nue propriété? Sa voix n'était plus qu'un souffle. Oui, Colette et moi conservons l'usufruit, viager. À vie, je vis la compréhension se faire dans son esprit. Son teint passa du blanc crayeux au rouge écarlate. Tu veux dire que ces biens m'appartiennent sur le papier, mais que je ne peux rien en faire? Exactement. Tant que Colette et moi sommes en vie, nous avons le droit d'usage et de jouissance. Nous pouvons y vivre, les louer, en percevoir les revenus. Toi, tu es propriétaire. En théorie. Mais c'est parfaitement légal, intervint Maître Dubois. La réserve héréditaire est respectée. Votre père ne peut pas vous déshériter, mais il peut structurer sa succession comme il l'entend. Et l'usufruit viager est un mécanisme tout à fait classique en droit français. Julien s'affaissa sur sa chaise. Ses mains tremblaient. Fascinant, cette transformation d'un homme arrogant en épave en l'espace de quelques minutes, presque artistique. Papa, pourquoi? Pourquoi? Je me penchai en avant. Tu as vraiment besoin que je t'explique? Tu m'as dit que je n'étais pas assez important, Julien. Maintenant, tu vas découvrir à quel point un père peut être important. Je suis désolé, pour tout, mais ça, c'est trop. Trop? Non, c'est exactement ce que tu mérites. Mon téléphone vibra. Un message de Maître Rousseau. Le barreau vient de convoquer Julien pour une audition. Ils ont reçu le dossier. Je ne pus retenir un léger sourire. Julien le remarqua. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu devrais vérifier tes messages, je pense. Il sortit son téléphone d'une main tremblante. Je vis son visage se décomposer encore plus à la lecture du mail du barreau de Lyon. Une convocation pour conflit d'intérêts? Papa, qu'est-ce que tu as fait? Moi? Rien. J'ai simplement transmis des informations factuelles aux bâtonniers sur ta future belle famille, leur condamnation, leurs dettes, leur fraude. Le barreau a estimé que tu aurais dû déclarer ces liens. Question de déontologie. Il me fixait, incrédule. Tu essaies de détruire ma carrière? Non, j'essaie de te faire comprendre qu'on ne trahit pas sa famille sans conséquence. Il se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Je vais contester. Tout. La donation, l'usufruit, tout. Bien sûr, répondis-je calmement. C'est ton droit, mais Maître Dubois t'expliquera que tout a été fait dans les règles. Tu peux dépenser des milliers d'euros en avocat. Tu perdras quand même. Je te déteste. Non, tu me détestes parce que tu as perdu, parce que ton petit plan avec Roxane et ses parents a échoué, parce que tu réalises enfin ce que tu as fait. Il resta là, tremblant de rage impuissante. Puis, il se tourna vers Maître Dubois. C'est vraiment irrévocable? L'acte de donation-partage est authentique et enregistré, monsieur. Il est aussi définitif qu'il est possible de l'être. Mais la maison de famille, c'est notre patrimoine. C'était, corrigeai-je. Maintenant, c'est mon patrimoine et celui de Colette. Tu l'auras, après nous, si tu es toujours en vie. Et si nous n'avons pas décidé d'en donner l'usufruit à quelqu'un d'autre entre-temps. Cette dernière phrase le frappa comme une gifle. Tu peux faire ça. L'usufruit peut être cédé, oui, c'est fascinant le droit français. Tant de possibilités. Il vacilla. Pour un instant, je crus qu'il allait s'effondrer. Puis, il se redressa, une dernière étincelle de défi dans les yeux. Roxane avait raison, tu es un monstre. Non, je suis un père qui protège ce qu'il a construit, et si c'est ça être un monstre, alors soit. Il sortit en trombe, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Maître Dubois soupira. Jacques, tu es sûr que c'était la bonne approche? Bernard, mon fils a conspiré avec des escrocs pour mettre la main sur mon patrimoine. J'ai simplement pris mes dispositions, légalement, irréprochement. Je sais. Mais c'est quand même ton fils. Justement. Et peut-être qu'un jour, il comprendra la leçon.
En quittant l'étude, je croisai mon reflet dans la vitrine d'une boutique. L'homme qui me regardait avait l'air satisfait. Pas heureux, non, mais satisfait. Comme après un travail bien fait. Mon téléphone sonna. Colette. Alors? C'est fait, il sait tout. Comment a-t-il réagi? Comme prévu, choc, colère, menace de contestation. Et le barreau? Il vient de recevoir la convocation. Bien. De mon côté, les créanciers de Reynald ont déposé une requête au tribunal de commerce. Demande d'extension de la procédure de faillite et plainte pour détournement d'actifs. Parfait. Jacques, tu ne regrettes rien? Je regardais Lyon s'étaler devant moi. La Saône qui coulait paisiblement, les toits de la Croix-Rousse au loin, ma ville, mon territoire. Non, répondis-je. Pas un instant. Parce que c'est ça, la vraie force. Pas la colère, pas la vengeance aveugle, mais la froide, méthodique, légale application de la justice. Et j'étais loin d'avoir fini. Le choc initial était passé. Place à la colère. Et aux mauvaises décisions. Une semaine après l'Assemblée générale, je reçus une lettre recommandée avec accusé de réception. L'écriture sur l'enveloppe était officielle, formelle. Cabinet d'avocats, Martin et Associés, Lyon 2e. Je l'ouvris tranquillement, un café à la main. Assignation devant le tribunal de grande instance. Julien contestait la donation-partage. Motif invoqué. Vice du consentement, abus de faiblesse, captation d'héritage par Colette. Je souris. Ils avaient donc décidé de se battre. Colette, viens voir ça. Elle lut par-dessus mon épaule. Captation d'héritage? Ils osent? Bien sûr qu'ils osent. C'est leur seule chance. Tenter de faire passer ton mariage avec moi comme une manipulation. Me faire passer pour un vieillard sénile sous influence. Maître Martin est un bon avocat. Oui, dommage pour eux que Maître Rousseau soit meilleur. J'appelai immédiatement Olivier. Tu as reçu l'assignation? À l'instant. Jacques, ils vont tout tenter. Expertise psychiatrique, témoignage de proches, reconstruction de ta chronologie décisionnelle. Ils veulent prouver que tu n'étais pas en pleine possession de tes moyens. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, méthodiquement. J'ai déjà demandé un certificat médical à ton médecin traitant, daté de la semaine avant la signature des actes. Il attestera de ta parfaite santé mentale et physique. Le docteur Arnaud, il acceptera? Je viens de l'avoir au téléphone. Il a ri. Il m'a dit, je cite, « Jacques Fontaine est plus lucide que moi, et il a 30 ans de moins dans la tête. » Je souris. Bien, quoi d'autre? Prépare-toi à une bataille longue. Ils vont convoquer des témoins, probablement des amis, des collègues. Ils vont essayer de monter un dossier psychologique contre toi. Ils ne trouveront rien, je sais, mais le processus sera désagréable. Il avait raison. Les semaines suivantes furent éprouvantes. Julien et son avocat déployèrent une énergie considérable. Ils contactèrent d'anciens collègues, des voisins, même mon ancien médecin à la retraite. Leur stratégie était claire, peindre le portrait d'un homme âgé, isolé après son veuvage, manipulé par une femme plus jeune. Le cliché classique, sauf qu'il ne fonctionnait pas. Parce que Colette n'avait que 8 ans de moins que moi. Parce que nous nous étions rencontrés à une conférence juridique, pas dans un bar. Parce que notre mariage avait été célébré 2 ans avant tout conflit avec Julien. Parce que j'avais toute ma tête. Le jour de l'audience arriva. Un mardi matin de novembre, froid et gris. Le tribunal de grande instance de Lyon, rue du Palais de Justice. Une salle d'audience qui sentait l'encaustique et l'anxiété. Julien était assis avec son avocat, Maître Martin. Un homme d'une 50aine d'années, costume sombre impeccable, regard perçant. À côté d'eux, Reynald et Régine Duval. Et Roxane, bien sûr. Tous habillés sobrement, affichant leur mine de circonstance. De mon côté, Maître Rousseau organisait ses documents avec le calme d'un joueur d'échecs avant une partie importante. Colette, à ma gauche, se tenait droite, sereine. Le juge entra. Madame Lefebvre, une magistrate d'une 60aine d'années, réputée pour sa rigueur et son imperméabilité aux émotions. Elle retira ses lunettes, les nettoya, puis les remit. Nous sommes ici pour l'affaire Fontaine contre Fontaine. Contestation d'une donation-partage. Maître Martin, vous avez la parole.
L'avocat de Julien se leva. Il parla pendant 20 bonnes minutes. 20 minutes pour expliquer essentiellement que j'étais un pauvre vieux manipulé par une femme intéressée, que mes décisions n'étaient pas libres, que Colette m'avait isolé de ma famille, que j'avais agi sous emprise. J'écoutais, presque fasciné. La rhétorique était impressionnante, le ton, parfait. Dommage que les faits ne suivent pas. « Monsieur le Président, dit-il enfin, nous demandons l'annulation de la donation-partage pour vice du consentement. Et nous sollicitons une expertise psychiatrique de M. Jacques Fontaine pour établir sa capacité réelle à gérer son patrimoine. » Le juge se tourna vers Maître Rousseau. « Maître » Olivier se leva tranquillement. « Madame le Président, la requête de mon confrère est touchante dans sa créativité, mais elle se heurte à un détail ennuyeux, la réalité. » Il posa sur le bureau du juge un dossier épais. Certificat médical du docteur Arnaud, médecin traitant de M. Fontaine depuis 15 ans, daté du 8 octobre, soit 5 jours avant la signature de l'acte contesté. Il atteste de la parfaite santé mentale et physique de mon client, pleine capacité, aucun trouble cognitif, aucune emprise. Maître Martin fronça les sourcils. Un certificat peut être complaisance. Le docteur Arnaud est président de l'Ordre des médecins du Rhône, coupa Olivier. Mettre en doute son intégrité serait audacieux, il continua. De plus, Madame le Président, permettez-moi de rappeler quelques faits. Monsieur Jacques Fontaine est notaire de profession. 42 ans de carrière. Il a rédigé des centaines, que dis-je, des milliers d'actes de donation-partage. Il connaît le droit successoral français mieux que nous tous réunis dans cette salle. Objection, tenta Maître Martin. La compétence professionnelle n'exclut pas. Elle n'exclut rien, en effet, acquiesça Olivier, mais elle rend l'hypothèse d'une manipulation hautement improbable. Ajoutons à cela que Madame Colette Fontaine est elle-même juriste, ancienne professeure de droit civil à l'Université Lyon 3. Pas exactement le profil d'une manipulatrice opportuniste, n'est-ce pas? Il marqua une pause, laissant les mots faire leur effet. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la donation-partage respecte scrupuleusement la réserve héréditaire de M. Julien Fontaine. Il recevra exactement 50% du patrimoine paternel, comme le prévoit la loi. La seule différence, c'est qu'il le recevra sous forme de nue propriété, l'usufruit restant à M. Jacques Fontaine et son épouse, ce qui est parfaitement légal et parfaitement irrévocable. Le juge prit le dossier, le feuilleta. Le silence dans la salle était total. Je voyais Julien serrer les mâchoires. Roxane tripoter nerveusement son sac. Reynald devenir de plus en plus rouge. « Maître Martin, dit finalement le juge, avez-vous des éléments probants à apporter, des témoignages, des expertises ?» L'avocat hésita. « Nous avons des témoignages de proches qui attestent d'un changement de comportement de M. Fontaine après son remariage. » Des témoignages subjectifs ne constituent pas une preuve de vice du consentement, coupa le juge. Autre chose. Nous maintenons notre demande d'expertise psychiatrique. Le juge le regarda par-dessus ses lunettes. Maître, j'ai sous les yeux un certificat médical récent d'un médecin dont la réputation n'est plus à faire. Votre client vous a-t-il fourni des éléments concrets laissant supposer une incapacité? Silence. Je vais prendre ça pour un non, Maître Rousseau. Avez-vous quelque chose à ajouter? Olivier sourit. Juste un détail, Madame le Président. Mon client souhaite verser au dossier des éléments intéressants. Il sortit un nouveau dossier, le dossier de Justine Moreau sur la famille Duval. Il apparaît que mademoiselle Roxane Duval, fiancée de monsieur Julien Fontaine, a déjà été impliquée dans 2 affaires similaires. Thomas Mercier, 2018, Laurent Beaumont, 2020 et 1. À chaque fois, tentative d'accès au patrimoine de ses fiancés. À chaque fois, rupture après découverte. Je vis Roxane pâlir. Julien se tournait vers elle, incrédule, comme s'il découvrait cette information pour la première fois. Peut-être que c'était le cas, peut-être que je ne lui avais pas tout dit lors de notre confrontation. Il apparaît également, continua Olivier imperturbable, que M. Reynald Duval fait l'objet de multiples procédures pour dettes impayées. Total, 340 000 €.
et qu'il a tenté à plusieurs reprises d'emprunter de l'argent en invoquant le futur mariage de sa fille avec le fils de mon client. Maître Martin se leva. Madame le Président, ces éléments n'ont aucun rapport avec... Au contraire, dit le juge. Ils établissent un contexte où la famille Duval avait un intérêt financier évident au mariage, et où M. Jacques Fontaine avait toutes les raisons de protéger son patrimoine. Elle referma le dossier. J'ai entendu suffisamment. La donation-partage est légale, la réserve héréditaire est respectée. Le consentement de M. Fontaine est libre et éclairé. Demande d'annulation, rejetée. Demande d'expertise psychiatrique, rejetée. Les frais de justice sont à la charge de la partie demanderesse. Le coup de marteau résonna. C'était fini. Julien s'effondra sur sa chaise. Maître Martin rangeait ses documents, le visage fermé. Les Duval chuchotaient furieusement entre eux. Je me levai calmement. Maître Rousseau me serra la main. « Bien joué », murmurai-je. C'était facile, leur dossier était vide, le vôtre était bétonné. En sortant du tribunal, je croisai le regard de Julien. Il y avait quelque chose de brisé dans ses yeux. Pas de la colère, de la défaite, de la compréhension peut-être. Mais c'était trop tard, parce que maintenant, j'allais porter le coup final. 2 semaines après l'audience, Maître Dubois convoqua une nouvelle assemblée générale de la SC et Fontaine. Cette fois, l'ordre du jour était clair. Modification des statuts et restructuration du conseil d'administration. L'assemblée se tint dans la salle de réunion de son étude, table en chêne, fauteuils en cuir, vue sur la place Bellecour. Une atmosphère solennelle pour un moment décisif. J'arrivai avec Colette, Julien était déjà là, accompagné de Roxane. Il me jeta un regard noir. « Papa, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Tu vas voir. » Maître Dubois prit place en bout de table. « Messieurs, mesdames, nous sommes réunis pour une assemblée générale extraordinaire de la SCI Fontaine. À l'ordre du jour, modification des statuts concernant la composition du conseil d'administration. » Il ouvrit le dossier. Actuellement, la SCI compte 3 membres au conseil. Monsieur Jacques Fontaine, président et détenteur de 80% des parts, Madame Colette Fontaine, secrétaire avec 10% des parts, et Monsieur Julien Fontaine, membre avec 20% des parts issues de la donation initiale. « Attends, interrompit Julien. J'ai 20% des parts. Comment Colette peut en avoir 10%? Ça fait 110%. Les parts de Madame Colette proviennent de la quotité disponible de la donation-partage récente, expliqua Maître Dubois. Monsieur Jacques a réduit ses parts à 70%, donné 10% à son épouse et maintenu les 20% que vous détenez, ce qui fait bien 100%. Julien serra les poings. Et qu'est-ce que tu veux changer? Je me penchai en avant. Je veux te retirer du conseil d'administration. Le silence qui suivit fut assourdissant. Roxane ouvrit la bouche, la referma. Julien devint livide. Tu ne peux pas faire ça. Si, répondit calmement Maître Dubois. Monsieur Jacques détient 70% des parts. Madame Colette, 10%. Ensemble, ils représentent 80% des voix. Largement suffisant pour modifier les statuts. Mais mes 20% restent les vôtres, dis-je. Tu es toujours associé, tu recevras toujours ta part des bénéfices, s'il y en a, mais tu n'as plus de pouvoir décisionnel, plus de droit de vote sur la gestion, plus d'accès aux comptes, plus rien. Papa, c'est de la folie. Cette SCI gère la maison de famille, les appartements locatifs, justement, et je ne veux plus que tu aies ton mot à dire sur leur gestion. Roxane se leva brusquement. « Monsieur Fontaine, vous êtes en train de spolier votre fils. C'est scandaleux. » Je me tournai lentement vers elle. « Mademoiselle Duval, je vous suggère vivement de vous taire. Vous n'êtes ici que par courtoisie. Vous n'êtes pas membre de la SCI. Vous n'avez aucun droit, aucune voix. Et si vous continuez, je vais demander à Maître Dubois de vous faire expulser. » Elle se rassit, rouge de colère et d'humiliation. « Procédons au vote, » dit Maître Dubois. Modification des statuts pour retirer Monsieur Julien Fontaine du conseil d'administration. Monsieur Jacques Fontaine, pour. Madame Colette Fontaine, pour. Monsieur Julien Fontaine, contre, évidemment.
80% pour, 20% contre. La motion est adoptée. Le coup de tampon du notaire résonna comme un glas. Julien se leva, tremblant de rage. « Tu vas le regretter. Je vais te faire payer ça, je vais. »« Tu ne vas rien faire du tout, » dis-je calmement. « Tu as perdu, Julien, au tribunal, ici, partout. Accepte-le. »« Jamais !» Il sortit en trombe, Roxane sur les talons. Maître Dubois soupira. « Jacques, tu es sûr de tout ça? C'est ton fils quand même. » « Justement. » « C'était mon fils. » Le surlendemain, Colette reçut un appel de Monsieur Garnier, l'un des créanciers de Rénal Duval. « Madame Fontaine, je voulais vous remercier. Grâce aux informations que vous nous avez fournies, nous avons pu obtenir une extension de la procédure de faillite. Le juge a ordonné une expertise des comptes de toutes les sociétés liées au Duval. C'est une excellente nouvelle. Mieux que ça, l'expert a découvert des transferts suspects, des comptes offshore, des actifs cachés. Le procureur a été saisi. Rénal Duval pourrait être poursuivi pour fraude fiscale et détournement d'actifs. » Je souris en entendant Colette rapporter la conversation. Les dominos continuèrent de tomber. 3 jours plus tard, je reçus un message de Bertrand Lacombe, mon ancien collègue du barreau. « Jacques, il faut que tu saches, Julien a été convoqué par le conseil de discipline. L'affaire du conflit d'intérêts non déclaré. Ça ne sent pas bon pour lui. » Je ne répondis pas. C'était le problème de Julien maintenant. Le soir même, alors que Colette et moi dînions tranquillement, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitais puis décrochai. « Monsieur Fontaine ?» Une voix de femme, tendue. Roxane. « Mademoiselle Duval, il faut qu'on parle, s'il vous plaît. Je n'ai rien à vous dire. »« Attendez, ne raccrochez pas. » Sa voix se brisa. « C'est fini, d'accord? Vous avez gagné. Le mariage est annulé, définitivement. Je quitte Lyon. » « Bien. Mais Julien, il est détruit, complètement. Il ne dort plus, il ne mange plus. Le barreau va le sanctionner. Sa carrière est fichue. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Alors arrêtez maintenant, s'il vous plaît. »« Arrêtez quoi? Je n'ai rien fait d'illégal. Juste protéger mes intérêts. »« Vous l'avez détruit. » »« Non, il s'est détruit tout seul, en choisissant l'argent plutôt que la famille. En vous choisissant, vous et vos parents escrocs. » Un sanglot. « Vous ne comprenez pas, j'avais besoin de cet argent. »« Les dettes de mon père, c'était ça ou tout perdre? » »« Vous avez tout perdu quand même. La différence, c'est que vous n'avez rien pris de moi. » Je raccrochais. Colette me regardait. C'était elle. Oui, elle capitule, elle quitte Lyon. Et Julien, je haussai les épaules. Il récolte ce qu'il a semé. Mais cette nuit-là, je dormis mal. Les mots de Roxane résonnaient. Il est détruit, complètement. Je me levai, marchai jusqu'à la fenêtre. Lyon dormait sous un ciel étoilé. Quelque part dans cette ville, mon fils souffrait. Avais-je été trop loin? Non, il m'avait trahi. Il méritait tout ce qui lui arrivait. Mais une petite voix, tout au fond de moi, murmurait « C'est quand même ton fils. » Je l'ignorais. Pour l'instant. 1 semaine plus tard, je reçus un courrier officiel du barreau de Lyon. Notification concernant Julien Fontaine. Suspension provisoire de 6 mois pour manquement aux obligations déontologiques. Conflit d'intérêts non déclaré. Défaut de diligence dans la vérification de l'entourage professionnel. 6 mois sans exercer. 6 mois sans revenu. Pour un avocat, c'était une catastrophe. J'aurais dû me réjouir. C'était ce que je voulais, non? Le faire payer. Lui montrer qu'on ne me trahit pas impunément. Mais en lisant la notification, je ne ressentis aucune satisfaction. Juste du vide. Colette posa sa main sur mon épaule. « Jacques, ça va ?»« Je ne sais pas, avouai-je. Je ne sais plus. » Ce soir-là, je sortis une vieille photo. Julien a 8 ans, dans mon bureau de notaire. Il souriait, tenant fièrement un code civil entre ses mains. « Papa, quand je serai grand, je serai comme toi. » J'avais réussi finalement. Il était devenu avocat. Il avait suivi mes traces. Et maintenant, je l'avais brisé. Avais-je fait ce qu'il fallait? Où étais-je allé trop loin? La réponse viendrait plus tard. Pour l'instant, je devais vivre avec mes choix. Comme Julien devait vivre avec les siens. 1 mois s'écoula. Novembre céda la place à décembre. Lyon se parait de ses décorations de Noël, mais je n'avais pas vraiment le cœur à la fête. Puis, un matin, Maître Rousseau m'appela.
Sa voix contenait quelque chose que je n'y avais jamais entendu, de l'excitation à peine contenue. Jacques, tu ne vas pas le croire, l'affaire Duval. Le procureur vient de décider des poursuites. Pour Reynald, pour Reynald, pour Régine, et pour 2 de leurs complices. Fraude fiscale, détournement d'actifs, escroquerie organisée. Le dossier est énorme. Il parle de 3 à 5 ans de prison ferme. Je m'assis lentement. 3 à 5 ans. Jacques, ils ont découvert un réseau complet. Les Duval faisaient ça depuis des années. Des dizaines de victimes, des millions d'euros détournés. Ton dossier de détective a été le déclencheur. Le procureur te remerciera probablement. Je raccrochais abasourdi. Je voulais protéger mon patrimoine, punir ceux qui m'avaient trahi, pas détruire des vies entières. Mais les Duval avaient construit leur propre destruction. 2 jours plus tard, la nouvelle éclata dans les journaux locaux. Arrestation d'un réseau d'escrocs lyonnais. Des années de fraude révélées. Reynald et Régine Duval en photo, menottés, sortant de leur domicile. Mon téléphone sonna, un numéro que je connaissais, Julien. J'hésitais puis décrochais. « Papa !» Sa voix était cassée et brisée. « Tu as vu les journaux ?»« Oui. » Roxane, elle est partie, elle a quitté Lyon hier soir, avant que la police vienne. Elle savait, elle a toujours su ce que faisaient ses parents. Je sais, un sanglot. « Papa, j'ai été tellement stupide, tellement aveugle. Tu avais raison, surtout. Et maintenant ? Maintenant, je n'ai plus rien. Plus de carrière, plus de fiancé, plus de père. Julien, non, laisse-moi finir. S'il te plaît. Il prit une grande inspiration. Je voulais te dire que tu avais raison de te protéger. Que je comprends pourquoi tu as fait tout ça. Et que je suis vraiment, sincèrement désolé. Pas parce que j'ai perdu. Mais parce que je t'ai fait du mal. Parce que j'ai oublié qui tu étais, ce que tu représentais. Je fermai les yeux. Julien, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Enfin, trop tard, mais j'ai compris. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Je restai là, le téléphone à la main, le cœur lourd. Colette s'approcha. C'était lui ? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait ? S'excuser, vraiment cette fois. Et toi, qu'est-ce que tu ressens ? Je regardais par la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit de décembre. Je ne sais pas. Du soulagement ? De la tristesse ? Les deux ? C'est normal. C'est ton fils. C'était mon fils. Maintenant, je ne sais plus. 3 jours plus tard, on sonna à la porte. J'ouvris. Julien se tenait sur le palier. Pas le Julien arrogant du restaurant. Pas le Julien furieux du tribunal. Un Julien diminué, les yeux cernés, les épaules voûtées. « Papa, je peux entrer ? Juste 5 minutes. » J'hésitais, puis reculai. Il entra, resta debout dans l'entrée, les mains dans les poches. « Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais juste te dire, en face, que je suis désolé pour tout, l'humiliation au restaurant, les mensonges, la cupidité, tout. Julien, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit une grande inspiration. J'ai passé les dernières semaines à réfléchir, à tout, et j'ai compris quelque chose. Tu ne m'as pas puni, tu t'es protégé. C'est différent, j'étais devenu une menace, pour toi, pour ton patrimoine, pour ta vie. Et tu as fait ce que n'importe quel homme sensé aurait fait. Tu simplifies. Non, je vois clair, pour la première fois depuis longtemps. Il me regarda dans les yeux. Roxane m'a manipulé, ses parents m'ont utilisé. Mais moi, je t'ai laissé tomber, de mon plein gré, pour l'argent, pour le statut, pour des choses qui ne valent rien au final. Et maintenant je vais reconstruire, loin de Lyon, loin de tout ça. J'ai un ami à Toulouse qui m'offre un poste de juriste dans son entreprise. C'est humble, mais c'est honnête, et c'est un début. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Je ne te demande pas de me pardonner, pas maintenant, peut-être jamais. Mais, si un jour, si tu penses que je mérite une seconde chance, tu sais où me trouver. Il partit. La porte se referma doucement. Colette sortit de la cuisine. Il avait l'air sincère. Oui, pour la première fois. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je réfléchis longuement. Attendre, observer. S'il reconstruit vraiment sa vie, s'il prouve qu'il a changé,
Peut-être qu'un jour, dans quelques années, on verra. Tu lui laisses une porte ouverte, une toute petite porte, très étroite, et il devra vraiment le mériter. Elle me prit la main. Tu es un homme bon, Jacques Fontaine. Non, je suis juste un père qui a appris à se protéger, mais qui reste un père malgré tout. Les semaines suivantes apportèrent leur lot de nouvelles. Reynald et Régine Duval furent formellement inculpés. Leur procès était prévu pour le printemps. Roxane avait disparu, certains disaient à Paris, d'autres à l'étranger. L'appartement rue de la République que j'avais loué à Julien, je le récupérai. Il le vida en une journée, ne prenant que ce qui lui appartenait vraiment. Pas grand-chose, finalement. La maison de famille dans le Beaujolais, toujours à moi, avec l'usufruit viager solidement établi. La donation-partage, enregistrée, irrévocable, définitive, Julien recevrait sa réserve héréditaire. 50% de mon patrimoine, comme le prévoyait la loi, mais sous forme de nue propriété. Et avec Colette et moi en pleine forme, cette nue propriété ne deviendrait propriété pleine que dans très très longtemps. J'avais gagné, sur tous les plans, juridiquement, financièrement, moralement. Alors pourquoi ne me sentais-je pas vraiment victorieux? Parce que c'était ton fils, me dit Colette un soir. Et même quand on gagne, ça fait mal. Elle avait raison. Comme toujours. Mais la douleur était supportable, parce que j'avais fait ce qu'il fallait, parce que la dignité avait un prix, et que j'étais prêt à le payer. Janvier 2026. L'hiver s'était installé sur Lyon, doux mais persistant. Colette et moi avions décidé de passer quelques jours dans la maison de famille, dans le Beaujolais. Un besoin de calme, de recul, après ces mois tumultueux. Le feu crépitait dans la cheminée du salon. Par la fenêtre, je voyais les vignes endormies sous le ciel gris. Cette maison, je l'avais sauvée, pour moi, pour Colette, pour l'héritage que je voulais vraiment laisser. Maître Dubois m'avait appelé la veille. Jacques, tout est définitivement enregistré. La donation partage, les nouveaux statuts de la SCI, tout, c'est blindé juridiquement, irrévocable, opposable à tous. Tu peux dormir tranquille. Dormir tranquille. Après 6 mois de bataille, c'était un luxe que je redécouvrais. Sur la table basse, un dossier avec les dernières nouvelles. Reynald Duval, procès prévu en mars, détention préventoire maintenue. Régine Duval, assignée à résidence chez sa sœur à Grenoble, interdiction de quitter le département. Roxane Duval, dernière trace à Paris tentant apparemment de séduire un promoteur immobilier du 16e arrondissement. Certaines personnes ne changèrent jamais. Julien, installé à Toulouse, travaillant comme juriste d'entreprise discret, concentré sur la reconstruction de sa vie et de sa réputation. Le barreau de Lyon l'avait finalement suspendu pour 6 mois, comme prévu, mais sans radiation. Une chance qu'il ne méritait probablement pas, mais qu'il avait reçue quand même. Je sortis mon téléphone. Un message reçu ce matin, de Julien. « Papa, je sais que tu ne veux peut-être pas de nouvelles, mais je voulais te dire que j'ai commencé un suivi avec un psychologue. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là. Pour ne plus jamais commettre ces erreurs. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches. » Julien. Colette me regardait. « Tu vas répondre ? » ?»« Pas maintenant, peut-être dans quelques mois, quand je verrai s'il tient vraiment ses engagements. »« Tu es dur. » »« Non, je suis prudent. Il y a une différence. » Le feu craquait. J'avais apporté une bouteille de Morgon 2018, un excellent millésime de notre région. Je remplis 2 verres. « À quoi trinquons-nous » demanda Colette. « À la justice, à la dignité, à avoir eu raison. » Nous trinquâmes. Le vin était parfait, comme cette maison, comme cette vie que nous avions protégée. Mon téléphone sonna à nouveau. Maître Rousseau. « Jacques, j'ai une nouvelle qui va te faire plaisir. Tu te souviens de la Fondation des artisans du droit, à qui tu as donné une partie de ta quotité disponible ? Bien sûr. Ils viennent de créer une bourse d'études en ton nom, pour les étudiants en droit issus de milieux modestes. La bourse, Jacques Fontaine. Ils voulaient te remercier. » Je restai silencieux un moment. Une bourse, en mon nom, pour aider de jeunes juristes à se former. C'était inattendu et touchant. « Jacques, tu es là ? » ?»« Oui, oui, je suis là. C'est merveilleux. Merci de m'avoir prévenu. » Après avoir raccroché, je regardai Colette. «
Tu as entendu? Oui, tu vois, ton argent fait de bonnes choses, de vraies choses, pas comme ce qu'en auraient fait les Duval. Elle avait raison. Mon patrimoine, celui que j'avais construit pendant 42 ans de notariat, servait maintenant à quelque chose de noble, pas à enrichir des escrocs, pas à alimenter la cupidité. Les jours suivants dans le Beaujolais furent paisibles. Nous marchions dans les vignes, cuisinions ensemble, lisions au coin du feu. Une vie simple, une vie méritée. Un après-midi, alors que je rangeais de vieux papiers dans le bureau, je tombai sur une lettre, datée de 20 ans plus tôt, de ma première femme, la mère de Julien, décédée d'un cancer quand notre fils avait 15 ans. Jacques, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Prends soin de notre Julien. Apprends-lui les bonnes valeurs, la famille, l'honnêteté, la dignité. C'est tout ce qui compte vraiment. Je refermai la lettre lentement. Avais-je échoué? Avais-je trahi sa mémoire? Non. J'avais essayé. Pendant 36 ans, j'avais essayé. Mais à un moment, un enfant devient adulte, et ses choix ne sont plus ceux de ses parents. Julien avait choisi l'argent, la cupidité, la trahison. Moi, j'avais choisi la protection, la justice, la dignité. Nous avions tous les deux fait nos choix, et nous vivions avec les conséquences. Le dernier soir avant de rentrer à Lyon, je m'assis dans le salon, un verre de cognac à la main. Colette dormait déjà. Dehors, janvier touchait à sa fin. Bientôt février. Le printemps approchait. Je pensais à tout ce qui s'était passé, le restaurant, l'humiliation, la découverte de la vérité, la bataille juridique, la victoire. Avais-je des regrets? Sur les moyens? Non. Tout avait été légal, parfaitement légal. Sur le résultat? Non. Mon patrimoine était protégé, ma dignité restaurée. Sur Julien? Peut-être, un peu, mais c'était le prix de la justice. Mon téléphone vibra. Un nouveau message de Julien. Papa, je ne sais pas si tu lis mes messages, mais je voulais te dire que j'ai trouvé un appartement à Toulouse, un petit studio, je recommence à zéro. Et tu sais quoi? Ça me va. Pour la première fois depuis longtemps, je dors la conscience tranquille. Merci. Pour m'avoir arrêté avant que je devienne vraiment quelqu'un de mauvais. Je ne le voyais pas comme ça avant, mais maintenant, je comprends. Tu m'as sauvé de moi-même, même si ça a fait mal. Surtout parce que ça a fait mal. Je t'aime, papa, même si tu ne veux plus me parler. Julien. Je lus et relus le message. 3 fois, 4 fois. Puis je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je répondis. Julien, je lis tes messages. Tous. Continue sur cette voie. Prouve-moi que tu as vraiment changé. Pas avec des mots, avec des actes. Dans 1 an, peut-être 2, on verra. La porte n'est pas fermée. Elle est juste très difficile à ouvrir. Il faudra que tu le mérites. Jacques. J'envoyai le message. Puis je posai mon téléphone et regardai le feu. Étais-je en train de faiblir? De reculer? Non, j'étais en train d'être juste. Dur, mais juste. Julien aurait sa chance. Une seule. Dans longtemps. S'il la méritait. En attendant, ma vie continuait, avec Colette, dans cette maison que j'avais sauvée, avec ce patrimoine que j'avais protégé. Je me levai, éteignis les lumières, montai l'escalier vers notre chambre. Dehors, janvier 2026, finissait dans le froid et la paix. Demain serait un nouveau jour. Un jour où je me réveillerais dans ma maison, avec ma femme, mon patrimoine intact, ma dignité restaurée. Avais-je gagné? Oui. Avais-je tout gagné? Non. Mais j'avais gagné ce qui comptait. Et parfois, dans la vie, c'est suffisant. Je me glissai dans le lit à côté de Colette. Elle murmura quelque chose dans son sommeil, se blottit contre moi. Je fermai les yeux, et pour la première fois depuis des mois, je m'endormis sans penser à la bataille, sans penser à la vengeance, sans penser à rien d'autre qu'au moment présent. Parce que c'était fini, vraiment fini. Les Duval en prison ou en fuite, Julien à Toulouse, reconstruisant péniblement sa vie, mon patrimoine protégé, structuré, sécurisé. Et moi ici, dans cette maison du Beaujolais, avec la femme que j'aime et la vie que j'ai choisie. En France, on a un dicton. Qui sème le vent récolte la tempête. Ils avaient un mais, j'avais été la tempête. Maintenant, en ce début d'année 2026, c'était le calme. Un calme mérité.
un calme définitif. En France, on n'oublie pas les leçons de dignité. Jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.